Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Pardon, c'est un peu fort. Désolé. Bienvenue à vous, bienvenue à cette nouvelle soirée. Donc on commence en 2025, une nouvelle série de 6 conférences. Pour ceux qui ne me connaissent pas, il y a quand même, je pense, quelques têtes nouvelles. Je suis Bernard Rigolo, le président de la Fédération Flore 54. Et on a le plaisir d'accueillir donc Stéphane Bitzung, qui est un petit peu habitué des lieux maintenant. Je crois que c'est la 4e fois, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Ah voilà, donc 4e fois qu'il vient. Et on lui laissera se présenter tout à l'heure par rapport à son parcours incroyable. Bonsoir, alors merci pour l'accueil. Les conditions de conférence sont toujours excellentes avec une magnifique salle et puis un écran géant. J'ai grand plaisir de vous montrer une toute nouvelle conférence sur les petits animaux de nos forêts. Et ce travail a été réparti sur finalement une vingtaine d'années. Je suis allé piocher des photos depuis 20 ans, des photos qui sont faites exclusivement en Alsace et en Lorraine. Et aussi bien on entend parler de protection de la nature et de difficulté à protéger les forêts du Brésil ou je ne sais pas moi la savane africaine ou ne serait-ce que tous les milieux sauvages lointains. Mais n'oublions pas que la forêt est un écosystème aussi riche, alors évidemment pas avec une faune aussi extravagante que je sais pas moi dans certains pays tropicaux, mais si l'on sait regarder, eh bien on va découvrir toute une biodiversité remarquable et j'espère que vous ne prendrez pas peur face à cette immense biodiversité de petits animaux et au contraire que vous aurez envie de prendre une loupe et de regarder un peu plus près la forêt dans laquelle vous allez vous promener. Alors pour commencer, les petits animaux, ils sont à partir de quelle taille? Alors j'ai fait un choix arbitraire, bien sûr en allant me promener j'ai rencontré des chevreuils et il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais éviter de parler de ces animaux qui sont trop gros ou j'ai eu la chance de rencontrer des renardeaux par exemple. Et là aussi, ce sont pour ma conférence des animaux qui sont trop gros. Je vais me limiter taille maximum à l'écureuil. Et évidemment, je vais zoomer, chercher des animaux plus petits, voire un peu microscopiques, difficiles à observer. Alors, qu'est-ce que c'est l'écosystème forêt? Tout le monde le connaît, vous avez tous été dans des forêts et l'écosystème est caractérisé par évidemment une masse végétale conséquente avec des arbres de grande dimension, des arbustes, si vous regardez, des herbacées qui sont moins nombreuses, mais c'est vraiment l'arbre qui caractérise cet écosystème. Et si on lève les yeux, ces arbres portent des feuilles, des branches. Finalement, on s'aperçoit qu'ils produisent énormément de matière, cette fameuse matière organique qui est le bois qui est fait finalement de cellulose ou de lignine. Et cette cellulose et cette lignine, elle est fabriquée par la feuille qui fait cette fameuse photosynthèse. Photosynthèse très utile puisqu'elle piège le CO2 atmosphérique et transforme ce CO2 en bois, en matière végétale. Alors forcément, toute cette masse de bois qui s'emmagasine au fil des mois, au fil des années, elle va être une source de nourriture pour les petits animaux. Parce que les petits animaux, ils ont les mêmes besoins que vous finalement. Ils ont besoin de quoi pour vivre? Ils ont besoin de se nourrir, ils ont besoin de s'abriter, ils ont besoin de se reproduire. Et quand on a une masse végétale de matière organique, on a l'occasion de chercher ces animaux qui sont cachés. Parce que finalement, dans la forêt, on n'a pas l'impression de voir beaucoup d'animaux. Alors si vous cherchez ici un petit peu, en fouillant dans le lierre, vous allez rencontrer des animaux qui sont bien cachés. Là, vous avez un citron. Vous voyez que le citron, il a des périodes d'activité et dès qu'il fait un peu froid, il va se cacher, se mettre sous une feuille et si vous ne le voyez pas bouger, il ressemble vraiment à une feuille. C'est un des rares papillons qui peut passer l'hiver à l'état adulte et se cacher dans des trous, dans des cavités de bois mort par exemple. Alors je vais vous emmener encore dans des animaux plus petits. Si on se met à fouiller cette végétation, regarder les feuilles, on va tomber sur des animaux assez étonnants. Alors celui-ci ressemble à, on va dire, à une punaise en forme arrondie, mais en fait c'est un insecte coléoptère, c'est une casside. Et vous voyez que cette casside verte, elle est déjà petite, elle ne vit qu'une quinzaine de jours, 3 semaines maximum dans l'année, donc si vous n'êtes pas à la bonne période, vous ne pouvez pas la rencontrer. Et puis elle est verte. Et puis
le problème d'être sur une feuille quand il y a du soleil, c'est qu'on fait de l'ombre. Pour éviter de faire de l'ombre, vous voyez que le casque, en quelque sorte, fait à la fois un bouclier et il n'y a pas la trace d'une patte, pas la trace d'une tête. L'animal va pouvoir s'abriter et rester inaperçu. Si vous patientez devant lui, il faut quand même être assez patient. Il sort, il est plus patient que vous la plupart du temps. Alors, de temps en temps, il va se soulever. Hein, s'il voit qu'il n'y a pas de mouvement autour, il se soulève et vous voyez alors ses 6 pattes, ses antennes, sa tête. Et qu'est-ce qu'il fait sur une feuille? C'est un phytophage. Il va manger les feuilles et puis il va un mâle va trouver une femelle, s'accoupler, se reproduire. Donc on a bien les 3 choses, hein, se nourrir, se protéger et se reproduire. Cette vie cachée, elle est hyper abondante en forêt, mais il faut savoir regarder. Alors regardez ici une chenille. Alors en gros plan, ça paraît évident de repérer cette chenille, mais une chenille verte sur une tige verte qui ne bouge pas, qui plus est, c'est super dur à retrouver. Évidemment, une chenille verte qui ne bouge pas, c'est facile à voir. Une chenille qui se nourrit, forcément, elle se déplace. Pour rester cachée, vous voyez que celle-ci a trouvé une astuce, elle va se nourrir sous la feuille, donc elle reste cachée sous la feuille, et va passer relativement inaperçue aux yeux des oiseaux qui ne pourront repérer éventuellement qu'une tête en train de grignoter une feuille. Alors, certaines chenilles sont des expertes en camouflage. Celle-ci aussi, elle est en train de manger une feuille, donc on la voit très facilement avec son dos courbé, sa tête, ses 3 paires de vraies pattes, et puis des 2 fausses pattes qui sont à l'arrière. Mais quand elle est immobile, eh bien, vous n'avez aucune chance quasiment de la repérer. C'est-à-dire que ici, vous avez ce qu'on appelle une chenille bâton, là voilà. Vous voyez, c'est la même, enfin c'est la même famille, hein, c'est pas la même espèce. Vous voyez sa tête. Ici, vous avez les 3 paires de pattes, et puis les 2 fausses pattes là, qui servent à se maintenir. L'allure, la couleur, la forme, tout ressemble. Donc tout est fait pour passer inaperçu. Et vous voyez, on change d'arbre, on change d'espèce végétale, on a une autre espèce de chenille, et là on s'aperçoit que chez les papillons de nuit, parce que ces chenilles vont donner des papillons de nuit, on a des centaines d'espèces. Dans certaines forêts lorraines, on peut dénombrer 1500 espèces de papillons. C'est immense, alors que quand vous vous promenez, on a du mal à les voir. Alors forcément, pourquoi elles se camouflent, ces chenilles? Elles ont une raison évidente. Cette raison évidente, c'est le camouflage permet d'éviter de se faire repérer, de se faire manger par le deuxième maillon. Hein. Après les phytophages, vous avez les prédateurs, donc les animaux qui vont manger les chenilles. Et malgré le camouflage, vous voyez que la mésange sait y faire. Elle parcourt toutes les branches, elle va repérer les chenilles bâtons, les chenilles vertes, elle se gave et elle va nourrir ses petits et aussi perpétuer sans problème. Vous voyez ici, elle a trouvé une chenille bâton. Et quand une mésange nourrit une famille, elle va ramener toutes les 2 minutes 2, 3, 4 chenilles, il n'y a aucune difficulté, elle va réguler les populations. Alors face à ça, l'évolution invente des solutions, c'est-à-dire que comme les oiseaux consomment les chenilles, un moyen d'éviter de se faire manger par les chenilles, c'est d'avoir des poils qui ne plaisent pas aux oiseaux. Et donc ici, vous avez un bombix étoilé, vous voyez, c'est une chenille couverte de poils qui sont, selon les espèces, urticants ou pas urticants. Si la mésange mange cette chenille, les poils vont piquer l'œsophage, vont piquer l'estomac et vont gêner l'animal. Très rapidement, la mésange comprend qu'il ne faut pas manger ces chenilles et du coup, succès évolutif, d'avoir des poils protège. Et on s'aperçoit que beaucoup de chenilles, du coup, font plus trop attention à leur couleur puisqu'elles ont des poils qui sont plus ou moins urticants. Voilà la pudibonde qui porte bien ce nom parce que finalement, elle est cachée derrière ces touffes de poils. Elle est toute petite mais assez spectaculaire. Et puis celle-ci, c'est une espèce fréquente, notamment dans les forêts de chênes, c'est le bombix disparate, qui va vivre en nombre et qui peut poser des problèmes aussi pour l'homme. C'est une grosse chenille, puisque les poils urticants, il faut s'en méfier. Alors, regardez de plus près le bombix disparate. Vous voyez que les touffes de poils sont sur des boules enchâssées, comme ça, et sont prêts à être libérées si vous touchez la chenille. Donc forcément, protection relativement efficace. Chez la processionnaire du chêne, qui est de plus en plus fréquente dans notre région depuis maintenant au moins une dizaine d'années, donc elle profite de ce réchauffement climatique important, il n'y a plus de gel en hiver, donc les chenilles survivent à l'hiver,
Et cette chenille, elle a inventé double système, hein, c'est le poil, urticant en plus, avec une invention qu'on ne voit pas sur la photo, mais c'est le harpon. C'est-à-dire que le poil est muni de dents comme un harpon. Si ça se met dans votre peau, vous ne pouvez pas enlever le poil, vous êtes obligé de casser le poil, mais le poil cassé, il libère une substance urticante. Et là, c'est la démangeaison qui commence. Et si vous respirez, vous pouvez avoir des problèmes respiratoires. Le CHU est très au courant des problèmes que pose la processionnaire. Du coup, les processionnaires, n'ayant pas de prédateurs, ou très peu a priori, vont vivre en nombre. Alors vous voyez ici, on est dans une forêt de chênes où l'ONF avait bien mis attention, n'y allez pas. Donc pour faire ces photos, il faut quand même se méfier. Il faut aller avec un masque, vraiment bien couvert, des gants. Faut vraiment faire attention à ce qu'on fait, des lunettes pour éviter que les poils se mettent dans les yeux. Vous avez ici le bombix disparate, vous voyez, deux stades différents, et puis tout ça, ce sont des chenilles processionnaires qui vraiment envahissent tellement la forêt que pas de prédateurs, des forêts à disposition. Et vous voyez ici un chêne qui, au départ, était feuillu, et puis il a perdu toutes ses feuilles. Qu'est-ce que font les chenilles quand il n'y a plus de feuilles disponibles? Elles descendent du chêne, elles choisissent le suivant et elles bouffent le suivant. Alors, il n'y a pas de danger grave, c'est-à-dire que pour les chênes, c'est-à-dire que la forêt survit très très bien, elle va évidemment perdre ses feuilles et elle va repousser derrière. Le problème, c'est que si vous avez des aléas supplémentaires, réchauffement climatique, sécheresse, plus chenilles, 2, 3, 4 années, forcément le chêne va épuiser ses réserves et la pousse va être plus complexe. Alors on pourrait se dire, c'est perdu, il faut qu'on agisse, mais non, en fait, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire parce que dans l'évolution, à chaque fois que vous changez un paramètre, quand vous avez un nombre de chenilles qui augmente, eh bien automatiquement, des prédateurs vont s'installer et vont se mettre à proliférer. Alors ça peut mettre du temps, ça peut mettre quelques années. Par exemple ici, vous avez un coléoptère qui s'appelle le sylphe à 4 taches. C'est un mangeur de chenilles. Alors lui, il est cuirassé, il mord les chenilles, il pond dans les chenilles. Donc il va limiter la prolifération des chenilles, mais il n'est pas en grand nombre. Le calosome, c'est un très très bon exemple. C'est un coléoptère magnifique, de grande dimension. Moi je savais qu'il existait il y a 20 ans, mais je n'en avais jamais vu. Et puis depuis 5 ans, on en voit vraiment beaucoup. Pourquoi? C'est un prédateur de processionnaires. Les processionnaires sont de plus en plus nombreuses. Le calosome, il fait quoi? Il mange, il a à disposition tout ce qu'il veut, il pond, il a des œufs, des jeunes qui vont naître l'année suivante, et les populations de calosome augmentent et vont limiter en partie la prolifération. Mais ils ont faim, mais ils ne peuvent pas tout manger. Et donc ces calosomes, vous voyez, on a un qui est en train de manger une chenille, vous voyez, qui, avec sa cuirasse, il ne peut pas se faire piquer, il n'est pas embêté par le côté urticant. Alors, il y a une autre espèce moins sympathique à regarder, c'est une mouche. Alors cette mouche, elle ressemblerait a priori à une mouche classique, mais elle a des gros poils noirs. Ça, c'est une mouche taquinaire. Ça, c'est l'ennemi numéro 1 de la chenille. Qu'est-ce qu'elle fait, cette mouche? Elle s'approche de la chenille, elle va pondre un œuf sur la tête ou sur le corps de la chenille, et là, c'est l'horreur pour la chenille. L'œuf va naître, de l'œuf va naître une mini larve de mouche, un asticot, et cet asticot, il va manger la chenille, il va la laisser en vie quelque temps, il va se métamorphoser à l'intérieur de la chenille, donner des nouvelles taquinaires qui vont parasiter des nouvelles chenilles et qui vont assez rapidement réguler les populations. Mais là aussi, c'est un problème d'équilibre. S'il y a beaucoup de chenilles, elles vont quand même proliférer. Et surtout que, regardez ce que fait la processionnaire. Elle invente un système très efficace pour éviter les prédateurs externes volants comme les mouches. Il y a une astuce, la processionnaire, elle fait une toile en soie et elle va vivre sous la toile. Du coup, elle est inaccessible par rapport à son prédateur qui serait la mouche taquinaire. Et du coup, la mouche ne peut pas accéder à la chenille et elle se retrouve, en tout cas, dans ce stade protégé. Donc ce sont des nids de processionnaires qui, pour vous, quand vous vous envoyez, il ne faut surtout pas les secouer, parce que quand on les secoue, il y a des poils qui tombent, vous pouvez les respirer. Il vaut mieux passer son chemin assez rapidement. Donc, malgré tous ces prédateurs, les processionnaires, les chenilles velues ont de beaux jours devant eux et vous voyez que les chênes vont se faire grignoter, sans doute encore au moins quelques années.
Alors que deviennent toutes ces chenilles? Évidemment des papillons, et quand on va en forêt, on n'en voit pas tant que ça des papillons. Encore une fois, c'est parce qu'ils sont cachés. Vous en voyez un beau là pourtant, hein, je ne sais pas si vous l'avez repéré. Il a vraiment ici la couleur du support, hein, donc voilà la tête, les antennes, et puis il a une sorte de camouflage naturel, il se pose sur un support, il passe totalement inaperçu. D'autres papillons sont originaux en forêt, c'est le cas de la hachette. Alors je remercie Bernard, mon voisin, qui un jour, avant qu'on parte en vacances, il dit « Oh, j'ai un gros papillon qui est rentré chez moi, est-ce que ça t'intéresse ?» Le voilà. Et c'est un papillon qu'on rencontre finalement pas souvent, c'est la hachette. C'est un papillon que vous voyez tous en forêt parce que dans les premiers beaux jours d'avril, c'est un papillon qui va voler très très vite. Et les mâles, ils volent le jour et les femelles, elles volent la nuit. Alors c'est un peu curieux pour se rencontrer et se reproduire. Mais en fait, le mâle cherche les femelles. Donc le jour, il y a un peu plus de risque à voler. Mais il fait chaud, il peut voler donc sur de plus grandes distances, rechercher les odeurs des femelles et du coup se reproduire. Il prend donc des risques. Par contre, vous voyez que les couleurs, qu'est-ce qu'il fait la nuit? Il se pose dans les feuilles mortes et la femelle reste dans les feuilles mortes. Brun feuille morte sur feuille morte, je passe inaperçu malgré tout. Alors ces camouflages, ils sont assez remarquables. Voilà le bombix disparate, là, le velu de tout à l'heure. Et puis vous voyez que les couleurs sont très variables. Il y a des variations liées à des mutations qui sont assez caractéristiques. Vous avez des individus qui sont gris-brun, d'autres qui sont blancs. Et du coup, il y a la possibilité de se cacher sur des supports différents, sur des supports blancs, sur des supports bruns. Et ça pose juste un problème pour l'observateur, c'est qu'il y a des milliers d'espèces, des variations individuelles importantes, donc ce sont des espèces difficiles à identifier, vraiment difficiles à identifier. Leurs caractéristiques communes à ces papillons de nuit, ce sont leurs antennes. Ce sont des hétérocères, ils se déplacent la nuit, donc les yeux ne servent pas beaucoup. Ils se déplacent à l'odeur, et à l'odeur, ils cherchent des odeurs de femelles. Et donc pour ça, il faut des capteurs particuliers qui sont ces antennes pectinées, bipectinées, qui sont spécialisées finalement à la reconnaissance des odeurs. Donc diversité d'espèces incroyable, diversité de camouflage incroyable. Voilà pourquoi ils sont cachés. Alors je ne peux pas vous faire 1600 espèces de papillons, déjà je ne les ai pas toutes en photo, pas toutes identifiées, mais voilà, vous voyez la diversité des choses que l'on peut rencontrer, ne serait-ce que soit par hasard ou soit éventuellement en mettant une lumière la nuit dans la forêt et en les attirant pour les rencontrer. Alors certains papillons dénotent. Voilà, celui-ci par exemple n'est pas très fréquent chez nous, c'est l'écaille martre. En particulier, vous voyez que ce qui dénote, c'est que son camouflage n'est pas du tout efficace. En fait, il n'a pas besoin de camouflage, il va faire tout l'inverse. Il produit des substances toxiques qui ne plaisent pas aux oiseaux et pour leur montrer en quelque sorte qu'ils sont toxiques, il va afficher des couleurs vives. Un oiseau qui ne connaît pas ces papillons, il va le goûter, le trouver goût désagréable et va très vite associer cette couleur vive au danger. Et si vous réfléchissez, les insectes qui sont rouges, jaunes, les guêpes, les abeilles, les frelons, voilà, sont en général des insectes toxiques. Et vous voyez que la chenille, par contre, elle respecte la règle. C'est une chenille qu'on appelle la chenille hérissonne, hein, la chenille de l'écaille martre, bicolore, très très belle, avec une curiosité. Celle-ci, vous pouvez l'attraper, vous pouvez la toucher, la caresser, aucun problème. Il ne faut pas confondre avec les urticantes. C'est-à-dire que celle-ci, elle va mimer les chenilles urticantes. Donc les oiseaux vont se dire « Ouh là, une chenille urticante », ils vont la laisser tranquille, alors qu'en fait, il n'y a aucun danger. Alors regardez, ici on est chez un papillon de jour, le pan du jour, la chenille qui vit sur l'ortie, hein, donc l'ortie qu'on rencontre dans les jardins, mais aussi sur les allées forestières. Elle est recouverte de piquants, vous voyez, des piquants qui sont un peu plus marquants. On se dit, ouh là, ça n'a pas l'air très très facile et un petit peu dangereux. Au passage, vous voyez des trous qui sont des trachées respiratoires, là, qu'on voit très très bien. Et si vous la touchez, alors on ne va pas la caresser quand même, mais vous pouvez la toucher, elle n'est pas urticante, elle ne pique pas, elle fait rien, elle fait juste peur. Et ça marche. Magnifique papillon, hein, le pan du jour, qui lui aussi affiche des couleurs vives. Il ne semblerait pas qu'il y ait une toxicité marquante, enfin c'est difficile à trouver, et il va afficher des ocelles qui font penser à des yeux.
Donc quand un oiseau vient, il peut agiter ses ailes, faire comme si des yeux apparaissaient, et certains oiseaux se disent tiens, c'est peut-être une grosse bête, ils se méfient, ça laisse une demi-seconde d'hésitation pour que le papillon puisse se sauver et finalement continuer sa vie, trouver pour se reproduire une nouvelle feuille d'ortie toute fraîche et vous voyez pondre un paquet d'œufs pour donner naissance à des nouvelles chenilles et le cycle se perpétue. Donc on est toujours dans se protéger, se nourrir, hein, donc évidemment se cacher aussi. Parmi les chenilles, il y en a une qui me paraît remarquable aussi, c'est l'hyponomeute. Alors elle a un drôle de nom, hein, mais vous l'avez forcément tous rencontré parce que c'est une chenille qui va défeuiller complètement certains arbustes. Hein, au point qu'on se dit, ouais, là aussi, il faut agir, il n'y a rien à faire. L'arbuste perd toutes ses feuilles pendant 15 jours, 3 semaines, et 3 semaines plus tard, les chenilles ne sont plus là, l'arbuste refait des nouvelles feuilles, et en principe, il survit. Alors évidemment, s'il y a une sécheresse juste derrière, c'est plus compliqué. Alors l'hyponomeute, elle a des ennemis naturels. Alors je ne vais pas refaire la conférence sur les fourmis, même si j'aimerais bien, mais ici, vous avez une hyponomeute qui ne s'est pas bien camouflée, et vous voyez qu'elle passe un mauvais quart d'heure. Hein. Alors elle va se jeter dans le vide en se tenant un fil, elle va se maintenir avec ses pattes, elle va même sécréter un liquide désagréable pour la fourmi, c'est vraiment flagrant, hein. La fourmi mord, la goutte là va sortir, et on voit la fourmi qui se débat, ça ne doit pas être plaisant comme substance, mais la fourmi, elle résiste à tout et elle va forcément vouloir récupérer cette proie, la tirer, la ramener, la transporter éventuellement avec un congénère parce qu'elle a besoin de se reproduire. Alors pour se reproduire, les larves ont besoin de se nourrir de viande et les chenilles sont la nourriture en partie des fourmis. C'est important de comprendre que grâce aux fourmis, on a une régulation, au moins en partie, des populations de chenilles, ce qui va préserver aussi les forêts. Alors pareil, pour éviter les prédateurs, vous voyez que ces chenilles inventent la toile, elles se protègent, les fourmis n'aiment pas se déplacer sur les toiles, et donc voilà des fourmis protégées des parasites taquinaires, les oiseaux ont du mal à traverser ces zones de toile, et du coup, quand la toile est là, vous voyez que les chenilles mangent tout, il ne reste plus rien. Alors de temps en temps, quand il n'y a vraiment plus rien à manger, la chenille a faim, elle est obligée de sortir de sa toile. Bon, et comme il n'y a vraiment rien à manger, elle sort et elle va faire un fil de soie, elle va chercher un autre arbuste, et là vous allez vous retrouver, des fois en faisant du VTT, vous allez vous prendre un paquet de chenilles sur la tête, hein, et en fait ce sont des chenilles qui cherchent à manger ailleurs, et qui peuvent évidemment servir de nourriture pour les oiseaux. Lorsqu'elles ont assez à manger, elles vont s'immobiliser à un moment donné, elles se transforment en une chrysalide. Et cette chrysalide, vous voyez, c'est une sorte de momie. Alors on a l'impression qu'elles ont été capturées par une araignée, mais non, c'est leur protection. Et de toutes ces chrysalides vont sortir 15 jours, 3 semaines plus tard, un papillon qui est minuscule, alors il a l'air géant comme ça, mais il est vraiment tout petit, hein, qui est l'hyponomeute, très très beau, blanc, avec des petits points noirs. Voilà, papillon assez intéressant, dont il existe plein d'espèces, chaque espèce étant inféodée à un arbre, un arbuste spécial. Alors, parmi les espèces minuscules, celle-ci, vous la connaissez forcément, mais en général, on ne prend pas le temps de la regarder de près, c'est le puceron. Alors, le puceron, lui, ce n'est pas un mangeur de feuilles, c'est un mangeur de sève. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que l'arbre fait de la photosynthèse, et comme la photosynthèse a lieu dans la feuille, il va transporter cette réserve de sucre fabriquée par la feuille dans les vaisseaux conducteurs, et pour aller faire des réserves par exemple, et les pucerons vont se servir de cette sève. Alors ils ont un petit appareil piqueur, alors là aussi ils sont la plupart du temps verts, hein, il y a de temps en temps des anomalies de couleur en quelque sorte, et ces êtres vivants minuscules servent de nourriture à leurs prédateurs à leur hauteur, hein. Vous avez la fameuse coccinelle, hein, qui va manger un puceron, puis un deuxième, puis elle en mange 10, 20 à la file, hein, c'est assez incroyable. Donc les piqueurs de sève ont leur problème, c'est la prédation par les coccinelles. Si vous promenez, vous allez forcément rencontrer les cirfes, qui sont des mouches qui ressemblent à des abeilles. Vous voyez, le code de couleur jaune orangé, noir qui alterne évoque les abeilles. Donc on se dit, attention, ça peut piquer. En fait, non, c'est une mouche. Donc elle va mimer les abeilles pour éviter de se faire manger. Elle va se nourrir sur les fleurs et de temps en temps, elle va sur les arbustes. Alors qu'est-ce qu'elle vient faire sur les arbustes ?
si ce n'est pas pour se nourrir, si ce n'est pas pour se cacher, c'est forcément pour se reproduire. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Cette petite mouche cirfe va pondre un œuf, toujours à proximité immédiate de colonies de pucerons. Et puis de là va naître une drôle de bête. Hein. On a l'impression qu'elle est sortie d'un film de science-fiction, on dirait une chenille, mais en fait, vous voyez, c'est une sorte de mélange d'asticot et de chenille, qui est un redoutable prédateur. Alors, vous reconnaissez de vagues sortes de pattes, je ne sais pas si c'est vraiment une tête, et puis vous voyez, la pauvre, un pauvre puceron qui vit sa dernière minute, hein, qui va se faire dévorer complètement. Et donc les cirfes régulent les populations de ces pucerons pour éviter toute prolifération anormale. Alors les prédateurs sont nombreux, certains sont plus difficiles à photographier, comme celui-ci, parce que quand vous l'approchez, dès qu'il y a un geste brusque dans les 3 mètres, il s'envole, et puis il s'envole, vous ne savez jamais où il revient. Mais même chose, s'il est là, c'est qu'il a besoin d'être là, donc vous vous stationnez, vous attendez, vous patientez, et puis vous pouvez le voir, en fait, il est là parce qu'il a repéré une colonie de pucerons. Alors là, c'est pour se nourrir directement, vous voyez que là, il se penche, hop, il chope un puceron, hein, et puis là, il va le mâchouiller, hein, la netteté n'est pas au rendez-vous, et puis il va s'envoler avec pour, évidemment, se nourrir. Alors, tous ces pucerons sont très nombreux, très fréquents et très petits, et donc très discrets, et n'oublions pas qu'ils vont se maintenir aussi en hiver, au moins en partie, notamment quand on n'a pas des gels très importants. Et ça, c'est important pour les animaux des forêts qui sont insectivores. Les insectivores, on nous a toujours appris que, en hiver, il n'y a pas d'insectes, ils vont en Afrique, et pourtant, vous avez des roitelets, des troglodytes qui sont insectivores, qui survivent très bien dans la forêt, parce que ces insectivores, ils sont tellement petits qu'ils se nourrissent de petits animaux, donc les pucerons, les chenilles, tout ce qui est caché et tout ce qui est discret dans les arbres et arbustes. Alors le monde des piqueurs-suceurs est formidable aussi, hein, 650 espèces de punaises en Lorraine, vous imaginez, 650 espèces, c'est la folie. Ah, évidemment, c'est punaises au sens large, les punaises aquatiques, les punaises forestières, les punaises, voilà. C'est tout un monde assez étonnant à regarder. Voilà, une punaise vue de près, hein, donc c'est une drôle de bestiole. Alors cette punaise, elle va se nourrir de sève, elle a aussi besoin de végétation pour se reproduire. Voilà une punaise femelle avec un ovopositeur, c'est-à-dire une sorte de couteau, qui lui permet de plonger un œuf, d'enfoncer un œuf dans une tige. Alors c'est tout petit, hein, ça c'est un pétiole d'érable, hein, donc c'est pas une punaise géante. Elle va donc faire un trou, pondre un œuf, et dans cette tige va vivre sa larve, évidemment en toute discrétion. Toutes les punaises ne sont pas des mangeurs de sève uniquement, certaines espèces sont vraiment avec un système piqueur prédateur. Donc voilà une punaise prédatrice, vous voyez que c'est une larve qui mange un animal plus gros que lui, hein, c'est assez impressionnant. Voilà une deuxième espèce, hein, donc des piqueurs, des molins, enfin, donc ils vont piquer un animal tout vivant, hein, et puis ils vont le vider de son contenu. Une mort assez désagréable, on imagine. Et vous voyez cette punaise, là aussi, une punaise, une réduve, celle-ci est assez grosse, donc si vous l'attrapez, elle peut vous piquer, mais sinon elle est complètement inoffensive. Et donc en fait, celle-là, si vous regardez bien, elle va passer aussi un mauvais quart d'heure. C'est-à-dire qu'on voit que les prédateurs, vous voyez, donc il y a les phytophages, ensuite vous avez les prédateurs, et puis là vous avez un prédateur-prédateur, et vous avez même un prédateur-prédateur-prédateur. C'est ça. Ça, c'est un œuf. C'est un œuf de quoi? C'est un œuf d'une mouche taquinaire encore. Ici, c'est une mouche taquinaire qui ne va pas parasiter les chenilles, mais qui va parasiter les punaises. Et bien, c'est bien, ça régule les populations de punaises. Diversité incroyable de bestioles de toutes sortes, avec des stratégies toujours toutes différentes. Voilà cette chenille qui va se couvrir d'une sorte de, je sais pas, de bave lustrée, comme ça, hein, qui la rend, on va dire, assez peu appétissante et probablement l'épargne de prédation. Alors, les tentraides, ce sont des bestioles que vous rencontrez qui ressemblent là aussi à des abeilles, qui sont parfois très belles. Il y a des espèces noires, des espèces vertes, comme ça, avec des yeux bleu-vert, très très jolies, qu'on rencontre fréquemment, là encore une fois, uniquement au printemps. Alors, le monde des insectes, c'est un monde quasi infini, hein, donc on a évidemment les chrysomèles, qui sont aussi connus par les jardiniers, parce que ces chrysomèles sont capables de vous manger toute une série de végétaux très facilement. Stratégie
on voit tout de suite, ils sont colorés, ils sont cuirassés, ils ont donc de quoi se défendre, évidemment pas contre tous les oiseaux. Et s'ils ne mangent pas, bah, ils passent leur temps à se reproduire et ils vont très rapidement proliférer et vont là aussi trouver des stratégies pour se cacher. Voilà une chrysalide de chrysomèle. Vous voyez que la larve s'est enfermée dans une sorte de, je sais pas, de sphère, un cocon. C'est assez joli, on dirait que ça a été tissé, tricoté comme ça. Et c'est un moyen de se cacher, de passer complètement inaperçu. Ah, pardon, c'est un retour en arrière par erreur. Celui-ci se rencontre fréquemment sur les chemins forestiers. Vous l'avez forcément vu sur les chemins forestiers, c'est un gros coléoptère noir. Alors il est connu pour son nom, alors son petit nom c'est Timarca, mais il est connu sous le nom de Timarca crache-sang. Alors qu'est-ce qu'il fait? Si vous l'embêtez, en fait c'est pas très compliqué pour l'embêter, il suffit de lui tapoter sur la tête. Nous avec nos gros doigts on a une force inimaginable. Et quand vous l'embêtez, il va cracher quelque chose qui est de rouge, qui évoque du sang. En fait, ce n'est pas du sang, c'est son hémolymphe qui est toxique et qui est à odeur désagréable. Donc, l'animal qui l'embête peut très bien se dire « Oula, ça n'a pas l'air très très bon » et hop, on le laisse tranquille et il passe tranquillement son chemin. Et beaucoup de chrysomèles sont couleur vive, toxiques et donc, encore une fois, profitent de cette protection. Alors, beaucoup d'espèces sont spécialisées uniquement sur un végétal précis. En particulier, si vous avez des lys, que l'on soit dans les Vosges ou dans les forêts de Bouxières-aux-Dames, on a la chance d'avoir des lys sauvages, on a aussi malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, c'est toute une histoire de point de vue, le phytophage associé qui, lui, ne vit que sur le lys. Alors, c'est le cryocère du lys. Alors, cryocère, ça veut dire qu'il est capable de crier. Effectivement, là, si vous le tapotez, il va faire un petit bruit strident, là, comme ça. Ça ne fait pas très peur, hein, mais à son échelle, ça doit pouvoir faire un effet. Et puis surtout, la couleur rouge dit attention, toxicité. On sait aussi que les lys, hein, ce sont des fleurs toxiques. Hein, donc, comme ils mangent les lys, ils sont eux-mêmes, ils emmagasinent la toxine dans leur corps. Évidemment, inconvénient, c'est que le lys se fait bouffer et il y a des années où vous ne voyez pas de fleurs de lys, hein, vous voyez juste des feuilles avec des trous si vous avez de la chance ou même plus de feuilles du tout. Alors celui-ci partage cette couleur rouge et noir, ça c'est l'apodère du noisetier. Alors forcément vous l'avez déjà rencontré mais sans le savoir. Pas sous sa forme rouge et noir parce qu'il est assez farouche, dès qu'il vous voit venir il s'envole, faut y aller comme une démarche dessus là, pour l'approcher. Mais vous le connaissez parce que vous avez forcément des noisetiers et quand vous regardez les noisetiers au printemps, vous allez reconnaître que certaines feuilles sont enroulées. On appelle ça des feuilles en cigare. Hein, donc en fait, l'apodère, c'est un cigarier. C'est-à-dire que pour se protéger, il a une toxine et un affichage rouge. Et puis quand il va se reproduire, sa larve va se mettre dans une feuille enroulée. Alors si par curiosité vous déroulez la feuille, voilà, c'est ce que j'ai fait là pour l'occasion de cette photo. Alors j'ai eu de la chance en déroulant cette feuille parce que voilà la larve qui s'était enfermée dans un cocon et qui s'est chrysalidée. Et de cette larve est sortie l'apodère. En fait, quand j'ai déroulé la feuille, il y avait à la fois la chrysalide vide et l'adulte tout frais, tout neuf, comme ça. Donc on peut voir cette transformation. Les balanins des noisettes, balanins des glands, du chêne, hein, donc il y a énormément aussi de balanins, donc des tout petits coléoptères étonnants avec des trompes d'éléphants hein, qui font des trous dans les noisettes. Hein, donc quand ils sortent, en fait, hein, vous voyez des trous de, je sais pas, même pas un demi-millimètre de taille, ça c'est le trou de sortie du balanin. Hein, donc vous voyez la taille que ça. Alors bizarrement, l'animal est plus gros que le trou. Parce qu'il sort du trou et ensuite il prend de l'air, il se gonfle comme un ballon pour se faire plus gros. Et ensuite les parties du corps vont se solidifier. Mais en réalité, c'est un animal, il est creux à l'intérieur. Alors le balanin, c'est le petit, et puis vous avez des charançons. Donc c'est toute une famille d'insectes, il y en a des géants. Hein, là, c'est un Liparus. Et ceux-là, vous voyez, ils craignent rien contre les fourmis. Mais évidemment, ils vont faire plaisir aux oiseaux. Alors ils ont trouvé une astuce, quand un oiseau vient, ou quand vous vous approchez avec votre appareil photo, il se jette au sol. Il se lâche, il tombe au sol. Une fois qu'il est dans les feuilles, vous ne le trouvez plus. Hein. Donc quand vous l'approchez, il faut venir avec un seau à la limite. Vous mettez le seau en dessous de la feuille, et puis il se jette, et puis pof, il tombe dans le seau. Puis vous le remettez sur une feuille, vous patientez une demi-heure qu'il veuille bien ressortir ses antennes, et vous pouvez faire la photo.
Alors celui-ci ne paye pas de mine, hein. Ça c'est, vous voyez, une feuille d'herbe. Hein, donc c'est un tout petit insecte avec des antennes géantes, en quelque sorte, vu sa dimension. Cet animal est un véritable prédateur. C'est un prédateur d'escargots. En fait, ce prédateur d'escargots va donner naissance à des larves, et des larves qui vont chercher l'escargot. Alors regardez, cette larve, elle a trouvé un moyen de piquer l'escargot, elle lui injecte des enzymes digestives, donc l'escargot, forcément, ça ne lui plaît pas. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se sauve à toute vitesse, si je peux dire, donc pas très très vite, et puis il va produire une bave pour se protéger. Alors du coup, qu'est-ce que fait la larve? Ben, pas folle, hein, elle grimpe sur la coquille, du coup l'escargot malheureusement emmène son prédateur, hein, et va se faire manger. Voilà la vue de l'autre côté. Vous voyez, c'est une drôle de larve qui ressemble à rien a priori, hein, mais qui finalement limite la prolifération des mollusques qui sont aussi fréquents dans nos forêts. Alors, vous voyez l'infinité d'êtres vivants et de stratégies pour passer inaperçus. Et donc, parmi les minuscules, chez les minuscules, on peut retrouver des mineuses de feuilles. Alors, les mineuses de feuilles portent bien leur nom. Elles sont tellement petites qu'elles vivent à l'intérieur de la feuille. Elles mangent le parenchyme de la feuille. Donc, vous voyez, l'œuf a été pondu là, pof. Donc, ce sont souvent des microlépidoptères ou parfois des petites mouches. La larve naît, elle mange l'intérieur de la feuille. Vous voyez qu'au fur et à mesure que la galerie avance, ben, forcément elle se nourrit, elle grossit. Et donc au fur et à mesure qu'elle grossit, vous voyez que la galerie s'élargit. Et puis à un moment donné, la galerie, elle est grosse, comme ça, voilà. La larve se transforme en papillon ou en mouche. Et puis hop, elle part et elle va continuer sa vie, parasiter une nouvelle feuille. Donc parmi ces mineuses de feuilles, il y en a une particulièrement intéressante en forêt, c'est l'adèle. Alors l'adèle, magnifique petit papillon, minuscule, avec des antennes géantes. Vous voyez la taille des antennes jusque là-haut pour la taille du corps. C'est quand même un petit papillon. Quand on le rencontre, moi je le vois une fois tous les 5 ans, parce qu'il sort, on le voit 3 jours seulement dans l'année. Donc si vous êtes là au bon moment, vous le voyez, et il y en a des milliers. Et qu'est-ce que font ces milliers de papillons? Ils s'envolent. Avec leurs antennes, ça les empêche de bien voler, donc du coup ils vont faire du surplace, ils vont monter, descendre, ils sont en parade. Et pendant 3 jours, vous avez des centaines de papillons, des milliers parfois, qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent. Ils se reproduisent, ils pondent des œufs dans des feuilles, mineuses de feuilles, et ils meurent. Et qu'est-ce que fait la mineuse? Elle mange vite fait la feuille. Quand la feuille morte tombe au sol, elle passe l'hiver dans la feuille morte, et l'année suivante, elle sort avec une vie libre de finalement que quelques jours par an. Allez, on peut dire qu'on les voit pour une quinzaine de jours maximum, donc il faut sortir au bon moment. Alors vous voyez bien que toutes ces stratégies sont extraordinairement nombreuses, hein. Je n'ai pas tout cité, il y a beaucoup de diversité. Et que deviennent toutes ces feuilles, toute cette matière à l'automne? Alors un des points caractéristiques, hein, évidemment, de l'automne, c'est les feuilles perdent leur couleur verte, elles prennent des couleurs orange, rouge, hein, la chlorophylle a été récupérée par l'arbre. Restent quelques substances jaunes, orangées, les xanthophiles, les carotènes, voilà, et les feuilles vont tomber. Sauf que quand vous allez en forêt, vous allez à l'automne rencontrer des tas de feuilles mortes, et la plupart du temps, si vous venez l'année suivante, les feuilles mortes ont disparu. Donc là aussi, on tombe sur des animaux ou des êtres vivants qui vont s'occuper de décomposer les feuilles. Et là, vous voyez une feuille en gros plan. Ouais, vous voyez qu'il reste quoi? La nervure, et toutes les parties de feuilles vertes ou jaunes ont disparu, il ne reste que la lignine. Vous êtes ici face à un être vivant qui est une bactérie ou un champignon qui n'a mangé que la cellulose et qui ne sait pas dévorer la lignine. Du coup, elle mange la cellulose, il reste la lignine, on a une décomposition partielle, ça fait une jolie dentelle, hein, c'est assez esthétique. Et le reste de cette feuille, il va être décomposé par d'autres êtres vivants, qui sont notamment les champignons. Donc les champignons que vous aimez ramasser en forêt, en fait, leur vrai mode de vie, c'est le filament mycélien. Et ce filament mycélien, on le rencontre, si vous fouillez sous les feuilles, vous allez rencontrer des fois du mycélium, comme ça, qui va chercher de la matière organique, donc il va chercher des feuilles mortes, par exemple, pour, là aussi, décomposer. Mais le champignon, lui aussi, c'est une source de nourriture, et vous voyez, une limace qui aime le champignon. Vous voyez, alors là, elle a la chance, elle tombe sur une autoroute de champignons.
Ça va lui faire allez, 1 heure. En 1 heure, elle mange tout ça. Une limace, ça dévore. Ceux qui ont des salades, vous savez bien qu'une limace, ça mange beaucoup. Alors, dans ce monde microscopique qui vit en compagnie des champignons, vous avez vraiment des tout petits animaux. Ici, vous voyez, on est sous un champignon, donc ce sont les lamelles d'un champignon, et vous voyez que se balade un tout petit animal avec 3 paires de pattes, donc un insecte. Alors, voilà en très gros plan, là, avec la rosée, c'est une famille d'insectes qui s'appelle les colamboles. Alors ça, c'est une bestiole très très fréquente et très difficile à photographier parce que c'est tout petit. Et quand vous faites un geste brusque, pouf, ça saute. Et ça saute à 30 cm de distance, vous l'avez perdu de vue. Donc drôle de bestiole, vraiment, qui va servir à la décomposition du sol et qu'on rencontre presque toute l'année, y compris en hiver. Alors vous voyez, ici on est sur une mousse, donc il y a beaucoup d'espèces de couleurs différentes. Ils sont tellement petits qu'ils sont capables de flotter. Donc en fait, quand ils tombent sur une mare ou une flaque, eh bien, on voit le reflet, ils sont un peu embêtés parce qu'ils ne peuvent pas sauter, parce que l'eau est trop molle pour leur permettre de sauter. Ils peuvent juste se maintenir, ils vont essayer de patiner, et s'ils retrouvent le bord, eh bien, ils ont la vie sauve, et s'ils ne retrouvent pas le bord, ils vont mourir noyés et vont faire source de nourriture pour les suivants. Ici, vous êtes même en hiver, la mare à geler, l'animal supporte le gel. Donc on est dans la famille des colamboles, ce n'est pas la même espèce, vous voyez, donc pas de problème sur une mare gelée. Alors parmi les minuscules qui vivent aussi en hiver, je voulais absolument vous parler de celui-là, son nom est célèbre, c'est la puce des neiges. C'est en fait la famille des panorpes. C'est un insecte qui est considéré comme rare parce que en fait personne ne le cherche et personne ne le trouve non plus. Il faut un peu de chance et un peu de persévérance pour le chercher. En fait, une fois qu'on sait qu'il existe, il faut attendre qu'il neige. Et en janvier, février, quand il neige, vous allez sortir et chercher quelque chose qui est tout petit, tout noir, vraiment 2 mm, et qui n'est pas finalement une saleté. Et quand on a un peu de chance et de persévérance, on tombe sur cette puce des neiges. Drôle de bestiole qui supporte bien la neige. Vous voyez là sur le doigt, on se rend mieux compte de la dimension. C'est vraiment un tout petit animal tout à fait étrange. Donc ces animaux qui vivent dans le sol sont tous bizarres, tous étranges, ressemblent à rien. Ils ont des couleurs inattendues. Alors forcément, on va aussi trouver des acariens. Donc quand on est couché au sol, il faut faire attention à soi, parce qu'on ramasse régulièrement des tiques, et puis vous savez que les tiques peuvent engendrer des maladies. Donc je vais passer sur les tiques et je vais vous montrer d'autres acariens. Regardez, ça c'est une colambole, et voilà un acarien qui est prédateur de colambole. Donc là, il est en train de dévorer une colambole. Donc encore une fois, on a les décomposeurs, puis derrière les décomposeurs, on a les prédateurs. En fait, on est comme dans la chaîne alimentaire de la savane. Vous avez la gazelle et puis il y a le lion. Ici, ce n'est pas la même échelle. Vous avez la colambole qui est la gazelle, et puis vous avez l'acarien prédateur qui mange. Et vous avez toute une collection de prédateurs beaucoup plus riches que dans la savane. Finalement, voilà un pseudo-scorpion. Alors c'est un animal microscopique, là aussi, mais avec des pattes qui vont évoquer le scorpion. Alors ça ne pique pas, vous ne risquez rien. Mais avec ses pattes, il peut capturer les colamboles, il va se nourrir, et puis il peut aussi se déplacer. Parce que comment fait cet animal pour se déplacer ? Il est tellement petit qu'il va pincer, par exemple, une patte d'insecte, une patte de mouche. La mouche va partir avec, et puis à un moment donné, il va lâcher la patte, et hop, il s'est déplacé de 500 mètres, 1 km. Donc, une manière de se propager. Le voilà en chasse, et puis vous voyez, encore une fois, dans le monde microscopique, plein de bestioles inattendues. Ici, on est dans la famille des mille-pattes, mais ce sont des mille-pattes velues, des polyxènes qu'on retrouve sous les écorces, par exemple. L'araignée-loup est aussi remarquable. C'est une araignée, donc 8 pattes, des yeux, vous voyez, 2 gros yeux qui servent à repérer les proies, puis 2 petits sur le côté, encore des yeux, et puis surtout devant des chélicères. Et le voilà, pof, en train de manger un colambole. Donc encore une fois, la prédation remarquablement étendue chez ces animaux. Alors, ces araignées-loups, elles sont remarquables à plus d'un titre, parce que quand on se met à les regarder, on voit qu'il y a des comportements.
Par exemple, celle-ci, elle a un comportement de parade avec ses pédipalpes. Elle monte les pattes, les pédipalpes, comme ça, vers le haut, vers le bas. Elle agite les pattes. C'est une vraie parade sexuelle. C'est les mâles qui font ça quand elles repèrent une femelle. Donc, certains font du tam-tam sur les feuilles mortes. Ça a été, Marc Namblard a fait des enregistrements. Je sais pas si, je crois qu'il est venu faire des conférences déjà ici. On attend qu'il fasse sec, la feuille devient bien sèche et en tapotant sur la feuille, eh bien, ça fait du bruit et le tam-tam est un moyen d'attirer les femelles. Ici, vous avez une parade. Vous voyez, le mâle est noir, la femelle est brune et une fois que la parade fonctionne, reproduction, et les femelles vont se retrouver avec un cocon d'œufs et pour éviter que ce cocon soit lui aussi consommé par d'autres prédateurs, il y a un soin aux jeunes, c'est-à-dire que l'araignée va maintenir le cocon sur son arrière-train. Elle va même attendre que la naissance des jeunes ait lieu, et vous voyez que là, les jeunes sont nés, ils ne bougent pas, ils sont tous sages, et le jour venu, regardez là, en gros plan, c'est assez incroyable, là, vous voyez tous les petits qui ne bougent pas, et à un moment donné, quand elles se déplacent, les jeunes vont se disperser, c'est-à-dire qu'il y a un jeune qui va descendre du dos à un endroit, aller 1 mètre plus loin, un deuxième jeune qui va descendre, et du coup on a une dispersion, une colonisation de l'environnement. Une araignée est donc un prédateur, mais il y a des prédateurs, de prédateurs, de prédateurs. Voilà, ici vous avez le pompile, c'est un hyménoptère, famille des abeilles, qui, vous voyez, capture des araignées et va pondre ses larves dans l'araignée qui va se faire dévorer de l'intérieur. Donc voilà tout un monde vraiment étonnant. Alors ça, c'est pas facile à photographier comme bestiole parce qu'on est en forêt, il n'y a pas toujours de la lumière, il y a des feuilles mortes, il y a toujours quelque chose, puis la bestiole, elle court à toute vitesse, et puis on n'en voit pas souvent. Donc beaucoup d'espèces très variées, les cloportes, donc on sait que les cloportes se mettent en boule pour se protéger. Les mille-pattes, tout un monde, on pourrait faire un exposé sur les mille-pattes, des bestioles étonnantes, pas faciles à photographier parce que ça part vraiment à toute vitesse. Et puis, toujours dans ce monde, quand on soulève des feuilles mortes, on est surpris de rencontrer voilà, une bête limace. Mais en fait, une limace, quand on se met à sa place, qu'on regarde un petit peu comment elle vit, c'est assez étonnant. Vous voyez, ça c'est son orifice respiratoire, elle a un poumon qui est directement ouvert, donc elle ne va pas aimer la sécheresse. Elle sort que quand il pleut, quand il y a un peu d'humidité. Et puis voilà, c'est sa drôle de tête. Donc, est-ce que vous savez comment se reproduit une limace? Les limaces sont à la fois mâles et femelles. Donc quand une limace rencontre une limace, elles sont toutes les deux femelles, en quelque sorte, puisque, vous voyez, après une certaine parade, chacun émet un paquet. Alors ici, non, ici elles sont toutes les deux mâles à ce stade-là, elles émettent toutes les deux un paquet de sperme, chaque paquet de sperme est échangé chez le copain, et puis quand ils se séparent, ils deviennent femelles, elles vont donc se féconder, avoir des œufs, et donc ça multiplie par 2 le nombre d'œufs. Quand vous avez 2 partenaires qui se rencontrent, les 2 repartent capables de pondre. Et pourquoi les limaces arrivent tellement bien à se reproduire? Parce que la stratégie, elle est 2 fois plus efficace, quand on est à la fois mâle et femelle, c'est plus facile. Mais il faut quand même un partenaire étranger, ce qui fait un peu de diversité génétique. Alors voilà un œuf. Quand on soulève des objets dans la forêt, on peut tomber sur des œufs et vu de près, vous voyez que de l'œuf va sortir non pas une larve, mais une limace déjà toute faite. Donc les limaces naissent limaces déjà sans métamorphose, sans transformation. Elles sont assez fragiles à ce stade, sauf s'il pleut. Comme chez nous, il pleut beaucoup, ça prolifère. Voilà une autre espèce de limace, c'est la loche laiteuse. Alors j'aime bien cette photo parce que on voit le comportement sexuel avant d'échanger le paquet de sperme, parce que ces limaces ont une glande du dard. Alors ça porte bien son nom, vous voyez, c'est un piquant pointu, et la parade sexuelle consiste à se piquer l'un l'autre. Nous disons un appendice gigantesque par rapport à leur taille, et ils vont se piquer l'un l'autre. Alors j'ai des étudiants dans la salle, alors je peux leur dire que ce soir-là, je repère ces limaces, je me dis je vais faire toute la série. Donc je faisais une photo, hop, je retournais chez moi, c'était dans le jardin, j'habite en bordure de forêt, je corrigeais une copie c'est 20 minutes. Donc je retournais, hop, je refaisais une photo, puis toutes les 20 minutes, à 3 h du matin, je suis allé me coucher parce qu'elles étaient toujours en train de tourner et il ne s'est pas encore passé le paquet de sperme échangé. Donc la reproduction, elle est vraiment très 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 longue.
Voilà, voilà. Ici, on a quand même un début, voilà, ça c'est la dernière photo en se couchant, un début d'échange de paquets de sperme, et on voit qu'elles sont véritablement enroulées, hein, donc deux limaces amoureuses, vous ne les verrez plus de la même manière avant de les jeter dans la bière. Le monde des mollusques est incroyable. On ne prend pas le temps de les regarder. Mais ici, on soulève une souche. C'est une espèce très fréquente dans les coins de Bouxières-aux-Dames, dans toutes les forêts avec du calcaire. Vous allez trouver cette bestiole bizarre qui est finalement un escargot velu. Alors c'est la veloutée plane. Alors il y a plusieurs espèces velues. Celle-ci, c'est une des plus fréquentes dans nos zones calcaires. En forêt de haie, il y en a aussi. Et puis vous avez même des sortes d'escargots, mais dont le corps s'étend sur la coquille. Donc on appelle ça une semi-limace. C'est-à-dire qu'elle ressemble un peu à un escargot et un petit peu à une limace. Vous avez même la testacelle blanche. Ça, c'est une espèce exotique envahissante qu'on retrouve chez nous maintenant, hein, qui se balade dans les pots de fleurs que l'on achète au supermarché ou chez l'horticulteur. Dans le pot, il peut y avoir des œufs de limace. Et ça, c'est la testacelle. Regardez, c'est une limace, elle a quelque chose de spécial. Je ne sais pas si vous avez vu là. Oh, elle a une coquille. C'est une limace à coquille. Bizarre, hein? Sauf que, vous avez vu la taille de la coquille, elle ne peut pas se protéger. Donc en fait, c'est un vestige évolutif. C'est-à-dire qu'elle a une coquille qui ne lui sert plus à rien, mais l'évolution fait des choses bizarres. Ici, on a le vestige d'une coquille. Alors cette limace, elle est bizarre avec sa petite coquille minuscule. Et en plus de ça, c'est embêtant, c'est un envahisseur mangeur de vers de terre. Hein, donc du coup, il nuit un peu à l'écosystème, puisqu'il mange les vers de terre qui eux-mêmes sont nécessaires au fonctionnement du sol. Alors parmi les bestioles étranges que l'on peut rencontrer, donc quand on se met à fouiller, quand on creuse le sol, hein, je suis sûr que personne n'est encore allé fouiller le sol en forêt, et quand vous fouillez le sol et vous cherchez dans la litière, vous tombez des fois sur des trucs étonnants, mais si on fait du jardinage, on trouve pareil, hein. Vous pouvez tomber sur cette petite boule. Alors, quand on cherche, on se dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas normal. Alors, on casse le petit bout et en fait, à l'intérieur, vous voyez qu'il y a un insecte qui vit dans le sol, qui va passer l'hiver dans le sol comme ça. Cette bestiole, vous la connaissez, c'est la cétoine. Elle se chrysalide. D'accord? Là, je l'ai sortie le temps de la photo. Alors, j'ai fait la photo, je l'ai remise dans le cocon, j'ai refermé le cocon, je suis revenu, j'ai cherché un peu plus et vous voyez que quand on se met à chercher, on tamise un peu le sol, finalement, la bestiole n'est pas si rare. Et si vous reprenez le même cocon quelques temps plus tard, évidemment, il faut le remettre dans le sol pour qu'il ne sèche pas, vous voyez que l'insecte est magnifique, il est ici chrysalidé, complètement vert, c'est la cétoine que vous rencontrez sur les chemins forestiers, sur les fleurs. Alors c'est un vorace, hein, celui-ci. Et pour manger, il fait quoi? Le pollen, ça ne lui suffit pas, il mange la fleur. Donc là, il va tout bouffer, la fleur va disparaître. Bon, parfois, il laisse la partie femelle, et en mangeant, comme il mange un peu comme un... J'allais dire comme un porc, je ne sais pas si on peut dire ça en public. Bon, il se met du pollen sur la bouche, il en étale partout, et il fait finalement un peu de fécondation quand même. Alors, couché dans les feuilles, forcément, on fait plein de rencontres sympas. Alors, ce n'est pas des rencontres fréquentes. On peut rencontrer des petits animaux comme le mulot qui a des grandes oreilles, qu'on ne confond pas avec le campagnol qui lui fait des trous, fait parfois des terriers qui ressemblent aux terriers de la taupe, hein, qui n'est pas forcément très apprécié dans les jardins. Mais en forêt, il n'y a pas de problème, il va faire des galeries et puis il vit très bien sa vie, tranquille, discret. Hein, il va nourrir les chouettes la nuit. Vous voyez qu'il fait des galeries assez sympas. La taupe, hein, bien sûr, qu'on peut rencontrer. Et puis la musaraigne qui, elle, est un insectivore avec son petit nez pointu, hein, qui est un insectivore qui parfois est un peu gênant en hiver parce qu'il peut s'approcher des maisons et venir passer l'hiver dans votre maison en grignotant votre isolation que vous venez d'installer. Toujours pareil, hein, dès qu'on a cette nourriture, on a les oiseaux, je n'ai pas beaucoup étendu les choses, qui vont venir manger toute cette manne. Et donc les merles noirs, pourquoi ils ne migrent pas? Parce qu'ils vont fouiller les feuilles. Vous les voyez tout le temps qui retournent les feuilles, ils cherchent les vers de terre, ils cherchent les insectes, ils cherchent les colamboles, et il y a foison. Un autre volet important de la forêt, c'est l'arbre mort. Alors l'arbre mort, c'est fantastique pour celui qui veut observer la nature. Pour le forestier, c'est moins sympa. Pour celui qui se prend l'arbre, quand ça tombe, c'est aussi évidemment un peu plus embêtant. Mais quand vous regardez un arbre mort laissé au sol ou une chandelle qui est restée verticale, eh bien cette manne de nourriture va attirer beaucoup d'insectes. Surtout que
comme l'arbre est mort, il y a de la lumière et les insectes aiment bien la lumière. Alors si vous soulevez les écorces, vous allez voir des dessins, des hiéroglyphes incroyables, assez esthétiques. Ce sont des galeries des insectes qui vivent sous les écorces. Allez, un petit passage dans le monde, dans la vie qui existe sous les écorces. Vous voyez déjà que ça, on est sous l'écorce. Donc ça, c'est le trou pour rentrer. Je rentre sous l'écorce. Une fois que l'insecte est rentré, il fait une galerie principale. Voilà, ça c'est la chambre nuptiale pour se reproduire. Et une fois que la chambre nuptiale et la reproduction a eu lieu, la femelle va faire une galerie sur le côté, une galerie sur le côté, et va pondre des œufs. À chaque fois, elle fait une encoche et elle pond un œuf. Et chaque œuf va donner une larve. La larve va creuser une nouvelle galerie. Et donc forcément, vous comprenez qu'une fois que ce fameux scolite qui est fortement accusé en ce moment, si vous allez dans les Vosges, il n'y a plus un épicéa debout, ce sont les scolites qui sont responsables, en partie en tout cas, parce que les scolites, ils ont toujours existé, ils n'ont jamais posé de problème, sauf qu'avec réchauffement climatique, les arbres sont fortement embêtés par l'excès de chaleur, la sécheresse, l'excès de pluie, des choses tout à fait étranges. À ça, vous rajoutez le scolite, les deux phénomènes cumulés, l'arbre ne résiste pas. Vous voyez, c'est un petit coléoptère minuscule dans sa galerie, il a des petits poils, il a la taille de la galerie, et donc il mange quoi? Il mange l'arbre, on dirait. Non, en fait c'est un mangeur de champignons, parce qu'il est incapable de digérer la cellulose, alors il emmène avec lui, il a une petite poche là derrière qu'on ne voit pas, il emmène avec lui des spores de champignons, quand il creuse sa galerie, en fait il disperse les spores, les champignons poussent dans la galerie, et lui fait des allers-retours, il mange le champignon qui est dans la galerie. Donc ce mangeur de champignons va du coup manger les champignons, faire des crottes, vous voyez c'est la galerie principale, et vous voyez ici les galeries secondaires, ici la larve a grossi, la galerie est de plus en plus grosse, et quand elle a fini son stade de reproduction, une fois qu'elle a fini de grandir, voilà, elle va se chrysalider, elle va refaire un trou pour sortir, et vous voyez que 1, 2, 3, 4, là il y a des dizaines, donc c'est une bestiole qui va très très rapidement proliférer. Pour le bonheur de celui qui regarde juste l'esthétique du dessous de l'écorce, c'est assez étonnant, il y a de quoi se faire plaisir. Évidemment, la forêt, elle prend un gros coup. Si vous regardez, il n'y a aucune galerie quasiment qui se croise. Comment est-ce qu'elles font? Elles sont sous l'écorce, elles ne voient rien et elles ne croisent pas la galerie du voisin. Comment est-ce qu'elles font? Elles entendent le voisin qui grignote, donc elles entendent le voisin, ça grignote à droite, je vais à gauche. Alors si vous êtes attentif, il y a des endroits rares où ça se croise quand même. Vous voyez là par exemple, il y a une galerie qui se croise, donc l'exception qui confirme la règle, un électron libre. Ici, on se dit, les scolites, ils sont tranquilles, ils sont sous l'écorce, personne ne va les manger. Et si, alors vous avez peut-être vu déjà cet animal dans la phase d'attente, ici c'est un niche-nemon. Qu'est-ce que c'est que ça, un niche-nemon? C'est une abeille géante assez difficile à approcher parce qu'il faut être patient, parce qu'elle s'envole, quand elle vous voit, elle va dans les hauteurs des arbres. Donc vous vous mettez près d'un arbre mort à scolite, et puis vous patientez, et de temps en temps il descend. Et il descend, vous voyez qu'il a un appendice géant qui va lui servir à pondre. Alors, une fois qu'il a entendu, alors oui, comment il entend? Regardez les antennes. Il place ses antennes contre le tronc, et quand il entend un grignotage assez fort sous ses antennes, parce que les vibrations se reconnaissent avec les antennes, à ce moment-là, il sait qu'il y a une larve en dessous, alors qu'est-ce qu'il va faire? Vous voyez, il recourbe. Je ne sais pas si vous avez déjà vu comment on fait un forage, mais on a une installation de forage miniature, là. Donc il se recourbe, il fait son installation de forage, il fore, et il va chercher à pondre dans la larve qui vit dans le bois mort. Et donc, la pauvre larve en dessous va se faire dévorer. Donc, vous voyez que les scolites ont des prédateurs. À la sortie, que font les scolites? Ils vont s'envoler, parasiter un nouvel arbre, mais non. Il y a une prédation naturelle. Regardez, ça c'est un coléoptère assez étrange, c'est le clairon des fourmis. Si vous regardez, il a des mandibules qui ne sont pas très sympathiques. Alors celui-là, regardez, encore plus étrange, donc c'est un coléoptère cuirassé. Alors regardez, j'aime bien cette photo. Le voilà de près. Vous voyez ses yeux, et regardez les mandibules acérées. Donc il attend sur les arbres envahis d'insectes, et quand il en chope un, il se nourrit. Voilà, donc une drôle de bestiole. Et donc, pour les amoureux d'insectes, un arbre mort, ou plutôt un lot d'arbres morts, c'est l'endroit idéal pour rencontrer toute une faune originale.
donc beaucoup de prédateurs. Hein. Vous avez les ragis, il y a plusieurs espèces de ragis. Hein. Vous avez la petite biche qui, elle, elle a évidemment de quoi se défendre, mais en fait, elle ne mange pas. En fait, elle vit tellement peu longtemps qu'elle ne se nourrit pas. Elle a de quoi se défendre. Elle peut manger si elle veut, mais elle va juste se reproduire et mourir. Donc la petite biche, et puis le cousin plus grand, qui est le lucane cerf-volant, qui ressemble à la petite biche, dont le mâle, ça c'est la femelle, dont le mâle est spectaculaire, forcément vous le connaissez au moins sur photo. C'est un animal qu'on rencontre assez peu dans la région de Nancy, mais on le trouve plus dans les Vosges. Il y en a un petit peu dans la Langue-Bellefontaine, il y en a un peu plus dans le nord de la région. C'est le lucane cerf-volant mâle avec des mandibules, vous voyez, très très acérées. Là aussi, c'est des mandibules qui ne servent plus à se nourrir, il ne peut plus se nourrir. Donc il va émerger, il va vivre 15 jours, 3 semaines si on a de la chance, et il va être nocturne, il va sortir les beaux soirs d'été. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher une femelle. Alors, quand un mâle rencontre un autre mâle, qu'est-ce qui se passe? Combat. Voilà à quoi servent les mandibules, ils ne servent plus à se nourrir, ils servent à combattre. Celui qui a les grosses mandibules va attraper le petit et puis le balancer par-dessus bord. Et le gros va trouver la femelle, accouplement. Voilà, donc le mâle va se mettre dessus, pas de chance. Pendant l'accouplement, un autre mâle, celui qui s'était fait balancer par-dessus bord, revient à l'attaque. Hein, donc le mâle principal va venir. Voilà, ici, vous voyez, il protège en quelque sorte la femelle, fait face au petit mâle. Hein, puis le petit mâle va se faire pincer, hop, balancer par-dessus bord. Là, il n'y a aucun problème pour quand il y a une différence de taille de ce type. Alors ce lucane cerf-volant, c'est un animal qu'on rencontre assez peu parce qu'il a une particularité, sa larve vit dans le bois mort, de chêne uniquement. Donc il faut du bois mort au sol, des vieux chênes qui pourrissent sur place, du chêne qui tombe et qui est maintenu, et la larve vit 5 ans dans le bois mort, 5 années pour devenir adulte. Donc il y a des années, vous allez voir beaucoup de licanes, et puis des années, pendant 5 ans, vous n'allez plus les rencontrer parce que vous avez des émergences, on va dire par période. Malgré sa taille, c'est un insecte qui vole, donc il soulève ses élytres, il peut voler et se déplacer, et ça fait beaucoup de bruit. Peut-être que les progrès de la physique ont fait que ça s'explique, mais il y a une vingtaine d'années, les physiciens disaient qu'au vu de la taille de l'animal, au vu de sa masse, et au vu de la taille des ailes et du nombre de battements d'ailes, il ne devrait pas pouvoir voler, et pourtant il vole. Donc il y a des formules à changer. Le bois mort, ça peut être évidemment du bois mort naturellement laissé sur place, d'accord, mais ça peut être aussi du bois mort de forêt, donc par exemple les forestiers qui sont venus dégager des arbres qui ne sont pas valorisables, on en fait des tas, et donc ces tas de bois morts, surtout quand on est en lisière de forêt, sont très très riches. Lumière, bois mort, richesse. Alors, sous ces bois morts, vous allez trouver des carabes dorés, prédateurs, ces fameux agapantis qui sont des coléoptères longicornes, donc le nom est caractéristique, hein, longicorne, les antennes sont géantes. C'est un animal qu'on rencontre dans les lisières de forêt, mais aussi un peu dans les jardins. Hein, le voici vu de dessus, c'est moins spectaculaire, mais vous voyez la taille des antennes par rapport à la taille du corps. Et puis les longicornes, ce sont des animaux incroyables à trouver en mai, juin, juillet. Donc ils vivent que dans une période plutôt courte. Hein, celui-ci, c'est une espèce qu'on rencontre assez rarement. Celui-ci est plus fréquent. Hein, donc vraiment le petit capricorne. Il existe le grand capricorne dans le sud qui est maintenant arrivé jusqu'en Lorraine. Toute une famille avec des dizaines d'espèces, toutes spectaculaires en couleur, en dimension, en taille. Et beaucoup de collectionneurs d'insectes sont à la recherche justement de ces longicornes qui, quand ils sortent du bois mort, se mettent au soleil. Le matin, ils se chauffent sur leur bois mort et ensuite, ils vont souvent chercher de quoi se nourrir sur les fleurs. Dans ce bois mort, on peut de temps en temps tomber sur une cavité avec ici un nid de frelon. Alors c'est toujours spectaculaire, dangereux, il faut faire attention à ce qu'on fait, il faut y aller doucement, il ne faut jamais se mettre devant le trou d'un nid de frelon, jamais mettre un objet devant le trou, parce que vous avez les individus qui guettent, hein, et puis vous avez des individus qui cherchent à sortir de la colonie, qui reviennent avec de quoi se nourrir. Alors de quoi mange? Ce que mange un frelon, c'est un chasseur. Donc il sort, il va chercher de la viande, donc il va chercher des insectes, il va donc manger des papillons, il va manger
des abeilles éventuellement, il va manger beaucoup de mouches, c'est vraiment beaucoup un mangeur de mouches. Et quand il revient avec une boulette de mouche, là, et hop, il va nourrir ses larves. C'est toujours pareil, c'est se nourrir pour soi ou se reproduire. Voilà la vue impressionnante du frelon européen. Vous voyez cette face jaune, ces mandibules acérées. Bon, le venin du frelon est douloureux, mais moins toxique que celui d'une abeille, en fait, dans les études. Il y a plus de problèmes d'allergie, par contre. C'est pour ça que ce frelon a cette réputation de danger. De plus en plus, on rencontre chez nous, même en forêt, le frelon asiatique. Alors, le frelon asiatique, c'est pas un animal forestier à proprement dit, mais où sont les reines? Quand le nid se vide en hiver, où sont les reines? Elles sont en forêt, elles sont cachées dans les souches. Là, c'est une reine que j'ai trouvée sous une souche en plein hiver. Donc le frelon asiatique, il se reconnaît, vous voyez, la tête n'est pas jaune, mais plutôt orange. Voilà, pour comparer. Et puis on pourrait l'appeler le frelon à pattes jaunes pour retenir, parce que finalement, le critère le plus facile, vous voyez, des pattes vraiment jaunes vives par rapport au frelon européen, hein, de la tête orange, alors qu'ici on est plutôt dans le jaune, mais c'est du jaune orangé. Les couleurs ne sont pas les mêmes. Voilà, donc ces deux frelons, le problème c'est que ces espèces invasives, elles concurrencent un peu le frelon européen. Et puis vous avez des animaux mimétiques là aussi. Vous voyez une mouche qui ressemble au frelon par sa taille, par ses couleurs, mais c'est une mouche inoffensive, elle n'a pas de produits toxiques, elle n'est aucunement dangereuse, mais vu sa couleur, on s'en méfie. Que mange un frelon? J'ai eu la chance de photographier des frelons asiatiques là, qui sont à l'automne sur le lierre, et vous voyez que voilà un frelon en pleine chasse, là, vous voyez, il se dirige sur une proie. Ici, il essaie d'attraper un vulcain, et vous voyez, il met ses pattes devant lui, vraiment, il y a 4 pattes dirigées vers sa proie. Hein, et puis, le papillon, il n'est pas fou, hein, il voit très bien le frelon, donc il fait quoi? Il ouvre les ailes, il esquive, il s'envole, et puis le frelon, la plupart du temps, rate sa proie. Donc finalement, il menace assez peu les papillons qui sont assez vifs et se déplacent. Une abeille, notamment les abeilles domestiques, elles ne sont pas très très vives, elles se déplacent lentement, elles ne font pas trop attention, et donc vous voyez que le frelon asiatique il pose des véritables problèmes pour les abeilles à miel, hein. Donc les pauvres apiculteurs, c'est sûr qu'un frelon asiatique va décimer des colonies. Vous voyez qu'il attrape une abeille, ça aurait pu être une mouche, hein, il en fait une boule, et hop, il l'emmène au nid pour nourrir ses larves. Donc vraiment une manière de chasser spectaculaire. Vous voyez qu'il ne reste plus grand chose de l'abeille, elle a été vraiment transformée en boulette, une boulette de viande, quoi. Alors les prédateurs, on pourrait se dire, mais oui, mais les frelons, c'est un problème, mais en fait il y a énormément de prédateurs naturels qui sont méconnus. Voilà, ici la guêpe Mélinus, vous voyez, c'est une petite guêpe qui ressemble à rien, mais qui est une chasseuse d'abeilles. Donc il y a énormément ou une chasseuse de mouches, là, c'est une chasseuse d'abeilles, mais vous voyez qu'elle a capturé une mouche ici. Quand on est en train de regarder le lierre, on peut rencontrer des abeilles sauvages originales, ça c'est la colétesse du lierre. Il existe des abeilles sauvages qui ne vivent que 3 semaines adultes dans l'année uniquement, et celle-ci ne vit qu'à l'automne. Vous ne la trouvez qu'au moment où le lierre commence à fleurir, donc vous la rencontrez fin septembre, mi-octobre, fin octobre, ça y est, c'est fini, vous ne la voyez plus. Elle vit en période très très courte. Elle fait quoi sur le lierre? Elle a une seule plante qu'elle vient polliniser, elle fait donc des réserves de lierre, elle emmène ce pollen dans un terrier, et une fois que les larves ont leur réserve de miel, de pollen, l'adulte va disparaître. Il existe sa cousine, qui est la colétesse printanière, hein, donc la colétesse printanière, même mœurs, mais au printemps, évidemment, avec pas des plantes de lierre. Alors voilà, la voilà qui rentre ici, alors elle ne vient pas avec du pollen, hein, ça c'est bizarre, ça c'est un mâle qui cherche une femelle. Donc du coup, quand on arrive au moment où les mâles cherchent les femelles, vous avez des nuées de collettes qui sortent là et qui cherchent toute une femelle. Dès qu'ils trouvent une femelle, ils se reproduisent. S'ils entendent le sol qui gratte, alors ils vont creuser en espérant être le premier arrivé sur la femelle, ils se reproduisent directement. Et après, c'est la femelle qui cherche le miel, le pollen, ou le nectar pour faire des réserves pour l'année suivante. Donc une espèce qui ne vit que 3 semaines dans l'année. Donc si vous êtes à la bonne période, vous la rencontrez, sinon vous ne la trouvez pas. Ça c'est une colonie dans les coins de Bouxières-aux-Dames. Voilà, alors si on patiente devant un terrier, elle n'est pas folle, elle voit tout de suite qu'il y a une grosse bête là qui attend devant le terrier, donc elle est très très patiente.
temps en temps, voilà, une tête qui sort, hop, elle va chercher du pollen. Donc c'est une abeille inoffensive, hein, donc elle ne vous pique pas, vous pouvez la tenir sur le doigt, il n'y a pas de problème. Là, vous avez un couple, hein, vous voyez le dimorphisme sexuel, mâle-femelle, assez spectaculaire. Alors un autre volet de la forêt, c'est le chemin ou la lisière, c'est-à-dire que la forêt, elle est caractérisée par quelque chose de spécial, c'est qu'il y a beaucoup de lumière au printemps, enfin en hiver bien sûr, hein, parce que la lumière traverse. Au printemps, quand les premières feuilles sont là, vous voyez qu'il y a beaucoup de lumière, donc il y a beaucoup de vie, beaucoup d'insectes, et puis dès qu'on est en été, la lumière commence à disparaître, et du coup, toute cette faune abondante ne se voit plus dans le centre de la forêt. Pas assez de lumière, pas assez de chaleur pour les insectes. Donc où est-ce qu'on va rencontrer les insectes? Là où il y a de la lumière, donc les lisières de chemin, les clairières, les ouvertures, là où il y a un arbre qui est tombé, qui est mort, ou un arbre qui a été coupé. Et vous avez parmi ces clairières un drôle de papillon qui est un territorial, c'est le Thyrsis. Donc ce papillon, il va avoir un territoire mouvant. Il cherche à garder un territoire de lumière. Alors vous savez que quand le soleil tourne, la tache de lumière se déplace, et le Thyrsis se déplace avec sa tache de lumière. Et les mâles sont territoriaux, donc quand un mâle va d'abord trouver de la lumière, il va se réchauffer, et une fois qu'il a la bonne température, il va garder son cercle de lumière en place, et quand il rencontre un autre mâle, c'est la guerre, et vous les voyez qui tournoient, et il tournoie. Ça, c'est pas une photo facile à faire, hein. Il y a eu, je sais plus, 2000 photos, et il n'y en a eu qu'une de nette, mais alors là, celle-là, miracle, 3 papillons dans le même plan, ça ne m'est jamais arrivé. Il n'y a pas de Photoshop là. Donc là, on voit les papillons qui tournent comme ça dans une zone de lumière et qui se chassent. Parmi les papillons rares de notre région, il y a la bacchante. Alors, ce n'est pas un papillon spectaculaire, mais c'est un papillon qui vit sur la cime des arbres. Il est sur la cime des arbres, on ne le voit jamais. Déjà, il est rare, il est localisé sur la cime des arbres. Alors, comment on fait pour le voir s'il vit dans la cime des arbres? Il a faim. Et du coup, c'est un papillon bizarre, il aime les crottes. Donc, il ne vit que dans les forêts où il y a des mammifères. S'il y a du renard, s'il y a de la martre, de la fuine, s'il y a des crottes, à ce moment donné, le papillon va descendre et va venir sur la crotte pour se nourrir. Donc, chose étrange, il faut patienter devant une crotte pour photographier un papillon. Et la bacchante, vous voyez, elle n'est pas seule, il y a beaucoup d'animaux, beaucoup de papillons, comme le grand mars changeant, qui sont très spectaculaires. Alors, j'ai zoomé pour qu'on ne voit pas la crotte, vous voyez, c'est beaucoup plus joli. Mais en réalité, ils sont attirés par toutes les odeurs désagréables, y compris les nôtres. Hein. Donc, ce jour-là, on était en train d'essayer de photographier ce papillon, et puis il y a un promeneur qui vient, il fait vous faites quoi avec votre appareil photo? On essaie de photographier le grand mars changeant, mais on a du mal. Et puis là, le papillon, il vient sur son crâne. On peut faire la photo? Oui, voilà, ça donne une photo assez étonnante. Et sinon, c'est un papillon qui vit dans les hauteurs. Vous allez le voir, soit s'approcher des flaques quand il a soif, des crottes, voilà. Donc, il y a des entomologistes pour le rencontrer. Ils sortent de leur voiture, ils vont en forêt, et on étale de la sueur sur des feuilles, on fait une crotte, ou on va uriner quelque part, et ces odeurs désagréables, en fait, elles contiennent de l'eau et des nutriments qui suffisent à la nourriture de ces drôles d'insectes. Regardez le succès d'une crotte de renard, incroyable. Hein, on ne voit même plus la crotte. C'est pas plus mal pour la photo. Alors les crottes attirent aussi beaucoup d'animaux qui vivent d'excréments, dont le fameux bousier, hein, qui va se déplacer, faire une boulette de crotte, enfoncer cette crotte sous terre et nous la débarrasser du paysage, donc va participer au recyclage de la matière vers le sol. Donc voilà une biodiversité, vous voyez, très 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 étonnante. Alors j'ai pas traité toutes les espèces, hein, j'ai fait un choix. Ici, vous avez vu à peu près 200 histoires d'animaux différents qui correspondent chacun à une demi-journée de photos, en gros, parce qu'on ne fait pas des bonnes photos à tous les coups. Et pour faire ces photos, il faut préserver nos forêts, il faut que les forêts soient diversifiées. Vous voyez que ce sont des
des forêts qui sont toutes différentes. La forêt de bord d'eau, la ripisylve, c'est pas la même que la forêt vosgienne, que la forêt sur sol calcaire ou les forêts de pente. Elles sont toutes avec des essences forestières différentes et donc des insectes différents. Et c'est cette diversité qui fait la richesse biologique de nos espèces. Et vous savez peut-être que Francis Allais, qui est un passionné de forêt, a un projet fou mais qui est extraordinaire, c'est de préserver partout en France, pourquoi pas même en Europe, des espaces de forêt, pourquoi pas même d'acheter des espaces de forêt pour ne plus rien y faire. Pas de prélèvement, pas de motocross, hein, juste des promeneurs et on laisse faire la nature. Et ça permettrait évidemment des réservoirs de biodiversité qui pourraient devenir extraordinaires. Et c'est un projet qui pourrait être intéressant, mais évidemment qui a un coût économique, puisque quand on sort la forêt de son système économique, la forêt elle sert aussi à faire du bois. On a besoin de bois pour se chauffer, on a besoin de bois, donc on ne peut pas tout protéger non plus, mais on peut peut-être trouver un équilibre entre tout ça. La forêt, c'est un endroit incroyable, même si on ne cherche pas toutes ces petites bêtes pour se promener et trouver un temps paisible, sans... On est dans un rythme toujours de fou, à toujours faire des milliers de choses. En forêt, on peut prendre son temps. Et ça, c'est agréable. Et je n'ai pas parlé des amphibiens qui vivent aussi en forêt, donc la fameuse salamandre qu'on rencontre à Bellefontaine. Voilà un écureuil que j'aime bien parce que il cherche à manger, hein, donc il ne se souvient plus où il a mis ses réserves, mais elle devrait bien être quelque part. Donc ça me laisse le temps de faire la photo. Et puis, ces écureuils, c'est toujours spectaculaire, ça change un peu des petits insectes. Ils vont virevolter et c'est toujours un moment agréable de les voir qui sautent de branche en branche. Parce qu'en hiver, des fois, ils sortent. Regarde ici, avec les progrès technologiques, maintenant on fait des photos, c'est 30 images secondes. Donc si vous avez la netteté au bon moment, au bon endroit, il faut quand même être au bon moment, au bon endroit, vous pouvez capter toutes les étapes de ce saut. Et ça, c'est vraiment source d'émerveillement. C'est le monde dans lequel on peut vivre quelque chose d'étonnant si on prend le temps d'observer. Il faut être patient. Voilà qui a trouvé de quoi manger. On peut sortir en forêt par tous les temps. C'est-à-dire que même quand il pleut, on voit des choses. C'est évidemment différent. Les animaux sont plus faciles à approcher quand il pleut. Voilà, par grand vent, la petite houppette qui se retrouve repoussée sur le côté. Il a l'air triste comme ça, mais voilà, c'est assez étonnant. Et puis même l'hiver, évidemment, on ne verra plus les insectes. C'est agréable de voir comment ça se passe, comment cherchent la nourriture, comment les oiseaux cherchent leur nourriture. Donc pour aider les oiseaux forestiers qui ne quittent pas nos régions, on peut mettre une mangeoire et les oiseaux vont venir dans vos jardins, dans les parcs et mettre du tournesol. C'est encore quelque chose d'utile. De temps en temps, on a une mésange qui vient et voilà, la fameuse mésange bleue, c'est un oiseau commun, mais voilà, protégeons aussi les espèces communes de nos régions. Prenons soin de notre biodiversité. Voilà, j'espère que avec cette photo où on voit que la mésange fait presque un demi-tour en plein vol, voilà, il y a moyen de s'émerveiller sur des animaux communs et quotidiens. Voilà, je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été trop long pour vous. Je répondrai volontiers aux questions si vous le souhaitez. Merci à toi Stéphane, toujours une très belle conférence, à chaque fois on est émerveillé. Après on connaît aussi sa passion depuis de très très longues années, parce qu'on se connaît, on se fréquente régulièrement. Il expose régulièrement aussi dans des festivals photos Montier-en-Der ou d'autres, peut-être Namur, peut-être Somme, Festival d'Oiseaux, enfin voilà. Ce qui est intéressant aussi, mais je pense que tu vas pouvoir en parler après les dernières quelques questions qu'on va vous laisser poser, c'est aussi par rapport à tous les livres que tu as déjà écrits qui sont une source aussi d'émerveillement, qui retrace un petit peu tout son parcours sur des espèces particulières ou emblématiques, et qui nous fait découvrir un peu la richesse que l'on a autour de nous. Et effectivement, on s'émeut un peu de la disparition des éléphants, des girafes, de certaines espèces de lions, de tigres, mais globalement, on a les mêmes soucis localement. Et je crois qu'il faut aussi bien connaître la nature sur le pas de sa porte
et on ne protège bien que ce qu'on connaît bien. Et si j'ai fait ces livres, si je vends ces photos, c'est aussi pour que vous parliez justement de nature. C'est-à-dire que parler de nature, parler de biodiversité, c'est un moyen de prendre conscience que cette nature existe et du coup de donner envie de la regarder, de la préserver. Et donc ces photos, voilà, moi j'en vends par exemple à 3 euros. Bah, 3 euros, c'est même presque plus le prix de la photo. C'est vraiment l'objectif, c'est de pouvoir partager, de montrer et d'émerveiller, de donner envie. C'est vraiment on va dire le principe même de cette vente. Voilà. Quelques questions? Oui, non? Il faut toujours un ou une qui se lance. À l'autre bout là-bas. Alors, il faut que je fasse le tour. Je ne vais pas aller trop vite. Pardon. Mes élèves sont sauvés en toute vitesse parce qu'à l'internat ferme à 22 h et ils n'ont pas pu négocier. Voilà. Donc ils n'ont pas pris la fuite. Enfin, j'espère pas. Je vous remercie pour cette belle conférence. Et puis, c'est magnifique, hein, les photos. Et c'est le sujet que je vais aborder. Par rapport à la façon de prendre les photos, il faut avoir une technique, il faut d'abord avoir une... Voilà, alors, oui. Non, il faut un peu tout. En fait, bien sûr, il faut de la technique. Si vous n'avez pas un bon objectif macro, si vous ne savez pas comment l'utiliser, vous ne ferez pas de bonnes photos. Après, il y a la technique, puis après, il y a les sujets. Il faut trouver les sujets, il faut savoir les approcher, savoir les trouver. Il faut avoir la patience aussi d'avoir des bons fonds, des bons comportements. Moi, j'ai privilégié, vous l'avez senti ici, beaucoup soit d'ambiance ou soit beaucoup de comportements. Voilà, des scènes de prédation, j'en ai mis beaucoup parce que pour moi, ce sont des phénomènes qu'on ne rencontre pas souvent. C'est des photos qui sont plus difficiles à faire et donc je préfère les partager que d'autres. Donc un objectif macro, évidemment, ça coûte cher et donc ça nécessite un investissement. Ça, c'est une condition nécessaire. 2, il faut savoir l'utiliser. Preuve en est, on a au Club Photo de Pompey, certains membres sont ici. Il y a tous les ans des débutants et la macro, c'est ce qui prend le plus de temps. Comment je gère l'approche du sujet, la mise au point, les problèmes de temps de pause, de diaphragme, d'éclairage qui sont vraiment multiples, et notamment quand on a des très forts grossissements. Donc tout ça, c'est le résultat. Moi, ça fait 30 ans que je fais de la photo. Et là, vous avez 20, 25 ans de photos. Il y a même une des photos, je n'ai pas retrouvé de photos numériques récentes. C'est une diapo scannée de 25 ans. Donc ce sont aussi ça donne cette impression que je fais que des bonnes photos. Non, je fais des milliers de photos. J'ai des millions de photos en fait, qui sont stockées sur un disque avec beaucoup de photos qui sont floues, ratées, etc. Tout n'est pas trié, beaucoup de choses à trier. Et là, j'ai passé 30 heures de temps à juste sélectionner des photos. Je ne parle pas du temps pour faire les photos, j'ai 30 heures de temps pour construire cette conférence, à chercher la photo, à cadrer, à remettre dans un ordre logique en me disant j'ai mis 15 papillons, je vais peut-être m'arrêter là, lequel je vais mettre et puis comment je construis les choses et voilà, donc il y a des choix qui sont faits. Après, je pense qu'une fois qu'on a la maîtrise technique, la grosse difficulté, c'est de trouver les sujets. La biodiversité est de plus en plus rare, hein, c'est flagrant. Il y a quelques espèces comme les chenilles processionnaires là, qui sont faciles à trouver, mais beaucoup d'espèces, les papillons sont menacés de plus en plus. Donc il y a des espèces difficiles à trouver. Et puis par contre, tout ce qui est faune du sol, c'est très facile. Hein. Vous allez en forêt, vous soulevez des feuilles, et par contre, il faut savoir observer, c'est minuscule. Ça m'arrive des fois d'emmener des gens à dire « Oh, regarde une colambole », ils se penchent, ils voient une crotte de mouche, quoi. Enfin, ils disent « il n'y a rien à voir ». Et puis moi, je fais des photos et on voit avec le grossissement de l'appareil que ça peut donner des choses sympathiques, mais c'est techniquement difficile. Je sais qu'il y a des photographes dans la salle, donc ceux qui ont déjà essayé des très gros plans, il y a des fois des flashs qui sont utilisés. Mon voisin pourra témoigner, hein, j'ai des gros flashs, des lampes LED, des machins, il me voit souvent accroupi dans le jardin à faire des photos et je suis très heureux qu'il soit là parce qu'il peut profiter un petit peu du résultat et se dire bon bah je comprends mieux pourquoi il est tout le temps couché dans son jardin.
dites que les scolites mangent les champignons. Alors en fait, les champignons que l'on trouve sur les frênes, si on traite ces champignons-là, est-ce qu'on peut limiter la maladie? En fait, les champignons, c'est tout un monde. Il y a des milliers d'espèces de champignons. Donc en fait, les scolites mangent un champignon bien particulier qu'ils emmènent même dans leur galerie, qui ne vit que finalement dans les galeries de scolites. Donc il y a une sorte de coévolution entre cette espèce de champignon et les scolites. Ce n'est pas le même champignon qui est responsable de la mort des frênes ou le même champignon qui fait les morilles ou qui fait... ça serait bien, sinon on se dit oh, il y a des épicéas qui meurent, je vais cueillir des morilles l'année prochaine, quoi. Ce sont des espèces qui sont toutes différentes. Donc c'est très compliqué. Donc, malheureusement, non, on ne peut pas simplifier. Même dans ma conférence, vous voyez, j'ai toujours mis les noms. Mais des fois, quand on met scolite, en fait, scolite, ce n'est pas une espèce, c'est une famille d'espèces. Il y a des dizaines d'espèces de scolites. Chaque scolite a un arbre particulier et donc son champignon particulier, c'est pas toujours connu. Parce que c'est pas facile à étudier, la vie des scolites. Je sais qu'il y a des spécialistes des scolites, je sais pas s'il a déjà fait une conférence, c'est tout un monde et on peut passer sa vie à étudier les scolites. Et il faut, parce que pour lutter contre la déperdition forestière, il faut aussi comprendre pourquoi les arbres meurent. Est-ce que c'est les scolites? Est-ce qu'il faut traiter? Est-ce qu'il faut faire de la lutte biologique? Est-ce qu'il faut changer notre manière de gérer la forêt? Il y a peut-être un peu de tout ça à mélanger, à tester, et puis il faut s'adapter au changement climatique à venir, hein, ça c'est sûr. Bonsoir, tout d'abord, merci beaucoup pour votre présentation ce soir, c'était très intéressant. J'ai une question qui relève un petit peu plus du débat, mais dans votre présentation ce soir, j'avais l'impression que vous privilégiez plutôt la méthode naturelle pour préserver la nature, donc laisser la forêt se régénérer d'elle-même. Est-ce que vous confirmez cela? Est-ce que ça veut dire que vous êtes potentiellement contre des actions de lutte contre les espèces exotiques envahissantes? Ou est-ce que vous pensez que c'est plutôt pertinent dans certains cas et pas d'autres? Voilà, je voulais un petit peu connaître votre positionnement sur ça. Déjà, je suis prof SVT dans un lycée et pas chercheur, donc mon avis n'est qu'un ressenti personnel et pas du tout un avis scientifique. J'ai l'impression que dès qu'il y a une espèce exotique envahissante, il n'y a rien à faire. Il n'y a jamais aucune espèce envahissante qui a été éliminée par l'action de l'homme. Mais en fait, il faut être patient. Il suffit de laisser la nature faire. Il y aura toujours à un moment donné un prédateur, un parasite qui va venir équilibrer les choses. Je prends un exemple concret. Vous avez tous entendu dans notre ville, là, à Nancy, les perruches à collier. Il y en a de plus en plus. Et on entend des gens dire « il faudrait quand même agir, il y en a trop, etc. » En fait, j'ai Damien Petit, que certains peut-être connaissent, qui est ornithologue passionné, qui fait des comptages d'oiseaux au parc Sainte-Marie, un dortoir de perruches. Depuis qu'il y a des perruches, il compte et puis il voit que le nombre de perruches augmente, d'abord 10, puis 20, puis 40, puis d'année en année ça augmente. Puis en fait, si on trace une courbe, ça augmente de manière assez proportionnée. Et puis maintenant, on commence à voir que le rythme se ralentit. Et donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Les perruches prolifèrent, et puis à un moment donné, il va y avoir de la prédation naturelle, l'absence de cavités disponibles, et les perruches vont rester s'installer sans doute, mais l'équilibre va s'instaurer, ça ne va pas augmenter à l'infini, ça va s'équilibrer. Et je pense que d'aller agir pour tirer les perruches, c'est aberrant. Ça veut dire qu'il va y avoir des gens qui tirent du plomb partout. Un coup, ça va être une perruche et un coup, ça va être un pivert parce que, je ne dis pas, mais beaucoup de chasseurs ne savent pas trop reconnaître les oiseaux. Je le sais parce que dans ma jeunesse, j'étais bagueur d'oiseaux et la LPO, enfin pas la LPO, le Muséum d'histoire naturelle recueille les bagues. Et un jour, il y a quelqu'un qui mange du pâté de grive. Et dans son pâté de grive, il trouve une bague d'oiseau. Alors il se dit, déjà c'est pas très cool, ça veut dire qu'ils ont mis l'oiseau avec la pâte dedans, voilà, tout broyé, super pâté. Envoyé au muséum, résultat, c'était un rouge-gorge. Donc vous voyez, pâté de grive, rouge-gorge, ça ne se ressemble pas. Donc il y a peut-être des gens qui savent mais qui s'en foutent. Mais il y a
Voilà, dès qu'on commence à chasser, déjà on ne va jamais trouver toutes les perruches, on ne pourra pas toutes les tuer, c'est aberrant. Les sons, ça va se faire. On a la chance d'avoir, je ne sais pas si c'est une chance, on a un recul sur ce qui s'est passé en Australie. En Australie, on a introduit le lapin, on s'est dit, ah mince, le lapin prolifère. Allez, on a introduit la myxomatose, le lapin disparaît pas finalement. Allez, et puis ils introduisent, et jamais ils ont réussi à éliminer une espèce qui a été introduite nulle part. Ça, je ne crois pas qu'il y ait d'exemple dans le monde. Donc en fait, sur ce plan-là, je suis assez pessimiste. Laissons faire. Quand c'est introduit, c'est trop tard à mon avis. Peut-être qu'on peut limiter, préserver 2-3 choses. Et je pense que sur le long terme, mais il faut attendre, les équilibres vont se refaire. Alors évidemment, ce sera des équilibres différents avec des espèces peut-être différentes. Certaines espèces seraient défavorisées, d'autres seraient favorisées. J'ai l'impression que ça peut se faire tout seul. Après, je ne voudrais pas donner l'impression non plus que je suis pour une mise en réserve des forêts. C'est vrai que j'ai donné que cet aspect. Ça ne me pose pas de problème de faire du prélèvement forestier. Au contraire, je trouve ça tout à fait naturel. C'est une ressource renouvelable, utilisons-la. J'aime pas les forêts qui sont plantées comme ça avec une seule essence identique partout. On voit bien que pour la biodiversité, c'est très très mauvais. Mais sinon, une forêt variée, exploitée avec du bon sens en laissant de la régénération naturelle, je trouve ça formidable. D'accord, il n'y a pas que la forêt primaire que l'on laisse sous cloche, ça c'est sûr, c'est un projet intéressant, mais la forêt exploitée est très riche et il n'y a aucun problème à couper un arbre. Hein. C'est même une bonne chose. Ça ouvre le milieu, ça permet à d'autres animaux de s'installer, et c'est très favorable. Encore une question ? Bon, bah écoutez, je pense qu'on peut applaudir très chaleureusement Stéphane. Merci à toi et merci, on le dit chaque fois avec les naturalistes, parce qu'on a la chance, et je le dis tout le temps, j'ai encore dit hier à Chavigny, sur le secteur de Nancy, du Grand Nancy, on a l'occasion d'avoir tous les naturalistes de Lorraine, toutes les structures naturalistes de Lorraine, et des fois on ne comprend pas pourquoi les collectivités ne travaillent pas avec, enfin ça c'est effarant, de voir qu'on a eu l'expérience, par exemple nous, d'une étude qui était menée, et c'est un bureau d'études de Bordeaux, qui avait emporté le marché. Ben, comme zone humide, il avait trouvé un bac de décantation dans une entreprise à Ludon. Ben, vous voyez, voilà. Mais je le dis, c'est vrai. Alors que si on se rapprochait un peu des gens qui ont des connaissances, qui soient naturalistes, photographes, qui soient dans des associations, je pense que, y compris localement, on se porterait beaucoup mieux. Et au moins, il y aurait ce lien. Ça créerait du lien entre les élus et les techniques, les décideurs, les services de la préfecture. Tous les services qui travaillent ça permettraient un petit peu d'avoir une meilleure compréhension et permettraient aussi de faire participer le public. Enfin, je pense que ça, c'est, à mon avis, une action sur laquelle il faut qu'on porte. Et je vous invite aussi à activer, à bousculer un petit peu vos décideurs, vos élus, pour faire travailler avec des acteurs locaux qui ont, eux, une réelle connaissance du terrain. Ça, c'est indispensable. Donc, Stéphane, donc, il va ranger son matériel, on va se retrouver en bas à travers un pot. Et puis, il va pouvoir donc mettre à disposition, pour ceux qui le souhaitent, dédicacer ses livres et vendre de photos. Pour ceux qui avaient évoqué, juste, je terminerai là-dessus, qui avaient parlé un petit peu des mycorhizes et des champignons. Donc, au mois d'octobre, on ne l'a pas annoncé tout à l'heure, mais ce sera Francis Martin, qui est chef d'ingénieur centre de recherche de l'INRAE Champenoux, qui viendra parler de la symbiose entre les... Au niveau on n'a pas le détail exact de la conférence, mais sur la symbiose des arbres et des racines, et des champignons. Voilà. En tout cas, merci, bonne soirée à vous, bon week-end, bonnes vacances, et on vous attend.